ma collègue Corinne Goscinny. Donc, hier, par exemple, Franck Jollet vous a parlé beaucoup du cobalt. Donc la conférence de ce matin a pour but de vous montrer qu'on peut faire des couplages croisés avec d'autres métaux que le palladium. Donc, vous voyez là, fer, nickel, cobalt et cuivre. Vous verrez que très rapidement, à mon avis, on va se focaliser sur le cobalt. Donc je laisse la parole à Corinne pour cette présentation. S'il vous plaît. Donc, bonjour. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous présenter donc, ce thème, en fait, du couplage croisé avec des métaux non nobles. Et comme l'a dit Audrey, en fait, vous allez voir qu'à un moment, je vais parler un peu plus du cobalt, parce que le cobalt, je travaille sur le cobalt. Mais je n'ai pas oublié le reste quand même. Donc, grâce à ces métaux, donc fer, nickel, cobalt et cuivre, on arrive à remplacer dans certaines réactions le palladium, en fait, qui est le métal qui est principalement utilisé pour des réactions de couplage. Alors aujourd'hui, je me suis limitée au couplage pour former des liaisons carbone-carbone, mais bon, il faut savoir que ces métaux servent aussi à faire des liaisons carbone hétéroatomiques. Donc on appelle métal de transition donc les éléments dont l'état atomique possède une couleur D. Donc on distingue deux familles parmi les métaux de transition. Donc les métaux nobles, donc, comme le voilà, ces métaux, vous voyez, les deux rangées, et les métaux non nobles. Donc la troisième période, donc fer, cobalt, nickel, cuivre, entre autres. Donc en fait, donc, ces métaux, on va les utiliser en quantité catalytique pour former des liaisons carbone-carbone, soit en couplant un organométallique stoichiométrique, donc en présence d'un autre, généralement un autre halogénure organique, ou bien, donc récemment, pour former des liaisons carbone-carbone, on a développé, donc, et principalement dans notre laboratoire, des couplages réducteurs. Donc couplage réducteur, ce sont en fait deux électrophiles qui sont mis en présence d'un métal qui va réduire le catalyseur. Et il existe aussi donc des couplages oxydants, donc deux nucléophiles mis en présence, mais aujourd'hui, bon, je ne vous parlerai pas de couplage oxydant. Donc je vais vous parler des couplages avec un organométallique stoichiométrique et des couplages réducteurs. Alors, pourquoi utiliser donc les métaux non nobles? Donc, comme je vous le disais, les métaux de transition jouent un rôle important dans la formation de liaisons carbone-carbone. Alors, le palladium, donc, qui présente une grande activité catalytique pour un grand nombre de substrats, donc, a été récompensé en 2010 donc, par un prix Nobel. Enfin, certains chercheurs qui ont travaillé sur le palladium ont été récompensés par un prix Nobel. Donc il y a la réaction avec Suzuki et Negishi. Cependant, le palladium présente un coût élevé, donc il est difficilement utilisable à grande échelle. Et souvent, il est associé à des ligands donc, complexes, ce qui augmente encore le coût du palladium. Donc d'un point de vue économique, on a besoin de trouver de nouvelles méthodes de couplage qui vont employer donc des systèmes catalytiques non complexes, pas chers et non toxiques. Donc pour cela, il y a un certain nombre de réactions qui ont été développées, donc pas mal de réactions grâce au nickel. Alors bien que le nickel soit peu onéreux, le nickel est réputé quand même toxique. Donc le milieu industriel souhaite éviter l'utilisation du nickel. Donc récemment, des développements de couplage croisé catalysés par le fer et le cobalt ont été développés. Donc mon exposé va s'articuler en deux parties. Donc dans une première partie, je vais vous parler des couplages croisés donc catalysés par un métal de transition non noble qui vont impliquer donc un organométallique stoichiométrique. Et dans la deuxième partie,
je vous parlerai donc des couplages réducteurs, donc, qui est quand même plus récent. Donc, je vous ai mis un livre, en fait, où vous pouvez retrouver un certain nombre de réactions. Donc nous, on a écrit un chapitre dans ce livre sur les organozinsiques. Donc vous avez tous les métaux de transition et des couplages croisés. Donc si ça vous intéresse, ce livre est pas mal fait, en fait, puisqu'il répertorie tous les organométalliques. Donc les réactions cultes, donc, faire un bref rappel. Donc il y a la réaction de Koryu Kumada Tamao qui a été développée en 1972 et qui implique un organomagnésiens. Donc les organomagnésiens ont été couplés avec différentes halogénures organiques en présence de nickel ou de palladium. Plus tard, donc, Negishi a réalisé des réactions de couplage avec des organozinsiques. Alors l'avantage des organozinsiques par rapport aux organomagnésiens, c'est qu'on peut avoir de nombreux groupements fonctionnels, ce que tolèrent difficilement les organomagnésiens. Bien que maintenant, par exemple, Knoschel développe la synthèse d'organomagnésiens avec des groupements fonctionnels. Mais bon, à l'époque, donc en fait, les magnésiens qui étaient utilisés ne comportaient pas de groupements fonctionnels réactifs, tels que des esters, des nitriles, etc. Donc les organozinsiques permettent d'avoir de nombreux groupements fonctionnels. Plus tard, donc en 1988, donc la réaction de Iyama a été développée et celle-ci implique des organosilanes. En 1979, la réaction de Stilleux, qui implique un organostanane, a également été développée. Donc les principaux résultats, vous allez le voir quand je vais vous faire un récapitulatif des réactions qui ont été développées avec les organostananes. Généralement, ces réactions impliquent une catalyse au palladium. Et les organostananes, il faut savoir, c'est que ce sont aussi des composés toxiques. Donc les silanes, les organostananes, généralement, ils sont obtenus à partir des grignards. Donc pareil, ça permet de faire des couplages avec des molécules qui vont avoir des fonctions, mais sur l'organométallique, il est difficile d'avoir des fonctions. Et enfin, il y a aussi donc la réaction de Suzuki-Miura qui implique des organoboroniques. Donc ces réactions ont été développées aussi principalement par catalyse au palladium. Donc là, voilà les réactions cultes. Donc, alors essayez de ne pas faire trop catalogue parce que bon, ça a été pas évident puisque bon, il y a un certain nombre de réactions qui ont été développées avec les organoboroniques. Donc les acides boroniques sont stables à l'air, ils sont commerciaux, mais donc ils sont difficilement purifiables parce qu'ils sont vraiment très polaires. Donc on ne peut pas les utiliser dans des conditions très basiques. Et il est difficile de les peser, car il y a un équilibre avec les boroxines. Donc il y a une autre catégorie de composés boroniques, donc les esters boroniques cycliques et les trifluoroorganoboronates et organotriol-borates, qui sont eux obtenus à partir des acides boroniques. Donc comme je vous le disais, la première réaction qui a été développée, c'est la réaction de Suzuki-Miura, qui a été développée au palladium. Donc cette réaction a ensuite été étendue au nickel comme catalyseur. Donc il y a un certain nombre de réactions, un grand nombre de réactions, donc je vous passe le détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nickel peut être associé à différents ligands que j'ai répertoriés ici, donc principalement des phosphines. Donc
Le problème, du coup, en fait, de ces réactions, c'est que généralement, même si le nickel, comme je vous le disais, n'est pas cher, généralement les ligands qui sont associés à ce nickel sont onéreux. Et généralement, on a du mal à éliminer l'excès de catalyseur. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le nickel 0 est beaucoup plus actif que le nickel 2. Donc, généralement, le nickel 2 est réduit par du butyllithium ou du zinc métallique. Donc voilà, donc une des premières, une des réactions qui a été développée par le nickel. Donc on peut aussi coupler donc, des acides boroniques avec des composés, donc des triflates, des tosilates et des mésilates, donc ce qui implique l'activation d'une liaison carbone-oxygène. Donc le nickel 0 s'insère dans la liaison carbone-oxygène, alors que généralement le palladium est inefficace. Et donc en 2011, donc c'est pareil, on a pu développer donc, des réactions avec ces composés. Donc ça marche aussi avec des acétates, etc. Donc il y a un certain nombre, donc vous voyez, on peut utiliser des carbènes comme ligand du nickel. Donc les couplages des acides boroniques se font aussi avec, donc non seulement avec des halogénures aromatiques, mais aussi avec des halogénures d'alkyles. On peut coupler donc des vinyles boroniques également. Et alors, on utilise aussi donc, des esters pinacoliques qui sont donc dérivés d'acides boroniques. Alors l'avantage des esters pinacoliques par rapport aux acides boroniques, c'est qu'ils sont plus stables et qu'ils existent sous forme monomère. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont stables par chromatographie et ils présentent une réactivité comparable. Donc, sur ce tableau, vous avez donc, je vous ai mis un petit récapitulatif d'accès aux esters boroniques. Donc, ces esters boroniques on peut y accéder à partir des lithiens, directement à partir d'un halogénure aromatique, présent d'une catalyse au palladium. Même l'activation de liaison carbone-hydrogène, vous voyez, en présence d'iridium-hydrodium, à partir, bien sûr, des acides boroniques, en présence d'un iol, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les esters boroniques non cycliques ne sont pas stables. Donc, il vaut mieux généralement synthétiser un ester boronique cyclique. Donc, avec ces esters boroniques, on peut coupler toute une série de composés, donc des halogénures, iodures, bromures et chlorures aromatiques, des mésilates, des tosilates, etc. Vous pouvez, alors, ce qu'on peut faire aussi, donc, à partir des acides boroniques, on peut former des aryles trifluoroborates. Alors, donc ça, ces travaux ont été principalement développés par Mollander. Et donc, ces aryles trifluoroborates sont également obtenus, donc, soit à partir des acides boroniques ou bien à partir d'un organométallique. Donc, il y a une autre catégorie de boroniques, les vinyles borates de lithium. Donc, dans ce cas-là, le bore est tétracoordonné. Donc, ce sont parmi les organoborates les plus réactifs. Donc, ils réagissent également avec les vinyles X. Le nickel est plus efficace dans ce cas que le palladium. Et par rapport aux trifluoroorganoborates, ils ne sont pas stables et doivent être formés in situ. Donc, on peut également former des alcynides borates de lithium. Donc, ces boroniques ont également pu être couplés, alors grâce à la catalyse au cuivre. Donc, il y a quelques couplages qui ont été réalisés par la catalyse au cuivre.
Alors dans le cas du couplage avec les halogénures aromatiques, les réactions sont moins efficaces. Et comme je vous le disais, il y a seulement quelques procédures. Donc si on compare avec les réactions catalysées par le nickel, il y a beaucoup moins de choses qui ont été développées. Pourtant, le cuivre, il est préférable d'utiliser du cuivre par rapport au nickel. Et il y a même donc, des couplages, j'ai mis un exemple, un couplage oxydant qui a été développé entre un aride boronique et un alcine vrai grâce à la catalyse au cuivre. Alors en ce qui concerne les couplages qui vont impliquer donc, un organosililé, donc le silicium c'est le second élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Et la réactivité des organosililés est accrue en présence d'ions fluorures. Pour former en fait un siliconate pentacoordonné qui est nécessaire pour que la réaction de transméthallation dans le cycle catalytique puisse se faire. Donc il y a toute une diversité de réactifs organosililés qui ont été développés par rapport aux organoboranes et aux stananes. Les organosilanes, ce sont des composés stables qui peuvent être purifiés et stockés. Et le silicium est un élément donc, non onéreux et non toxique qui a un faible poids moléculaire. Donc les couplages qui ont été développés sont principalement donc, des couplages au palladium. Il y a eu cependant quand même certains couplages au nickel. Donc on a couplé donc, nos silanes avec des chlorures aromatiques et des triflates, donc par activation intramoléculaire. Donc je vous ai mis un exemple. Donc vous voyez là le nickel est associé à une phosphine comme ligand. Donc des bons rendements sont obtenus. Il y a même des couplages énantiosélectifs qui ont pu être développés avec les arides triméthoxysilanes et un alpha-bromoester, donc grâce à la catalyse au nickel. Donc cette fois-ci, en prenant donc un ligand chiral, on a pu obtenir d'excellents excès énantomériques avec un très bon rendement. On peut coupler également au cuivre donc le triméthylsilane. Voilà, donc toujours ces fameux ions fluorures donc pour activer notre silane. Donc voilà, donc un autre exemple ici, couplage entre un silane d'alcine avec un chlorure propaginique par catalyse au cuivre. Les couplages, alors maintenant j'en reviens au stanane, donc comme je vous le disais, donc là j'ai trouvé un seul couplage au nickel qui avait été décrit par la catalyse impliquant des organostananes. Pourtant les organostananes, donc ce sont des composés en fait qui sont peut-être trop robustes et du coup on a du mal à les coupler. Ils sont très stables et disponibles. Donc, ils tolèrent également de nombreux groupements fonctionnels. Et comme je vous le disais, ce sont des composés toxiques. Généralement, comme dans le cas des silanes, il faut additionner des ions fluorures pour augmenter leur réactivité. Et il y a pas mal donc, de réactions aussi qui ont été développées donc, par catalyse au palladium, mais ajout en plus de celle de cuivre. Si vous voulez, j'ai trouvé en fait une seule réaction qui impliquait un organostanane qui était réalisée par le couplage au cuivre. Donc les organostananes en fait principalement ce sont des couplages au palladium. Alors là j'en viens dans un sujet qui m'est un peu plus à cœur puisque ce sont les organozinciques. Alors les organozinciques, donc comparés aux autres organométalliques, ils ont quand même une réactivité faible, mais en fait on les considère généralement comme des pierres. Cependant, en les mettant en présence d'un métal de transition, on arrive à réaliser donc des réactions de couplage. On peut également avoir de nombreuses fonctions sur cet organozincique.
Donc des aldéhydes, des esters, des nitriles, des cétones, vous voyez, des amides, des halogénures, ce qui est difficile d'obtenir avec les autres organométalliques. Par contre, les méthodes qui ont été développées pour la synthèse des organozinciques, généralement on forme ces organozinciques à partir des organomagnésiens ou des organolithiens. Donc ce qui limite finalement la présence de groupements fonctionnels sur l'organozincique. Alors il y a une méthode qui a été développée, la méthode de Rieke, où Rieke en fait a inséré directement un zinc actif dans des halogénures aromatiques. Alors ce zinc actif a été commercialisé. Alors cependant, on peut l'acheter, on l'utilise une fois et après, il n'est plus actif. Donc ça coûte un petit peu cher. Récemment, donc Paul Knoschel a réalisé donc l'insertion directe de zinc dans une liaison CH en utilisant du tétraméthyl piperidinyle amidure de zinc. Donc il utilise cette base et il arrive à former directement donc des organozinciques. Et puis, bon, il y a une dizaine d'années au laboratoire, donc, on s'est intéressé à la synthèse des organozinciques. Donc au départ, on les synthétisait avec du nickel. Et puis, vu qu'on essayait d'avoir des contrats industriels, les industriels ne souhaitaient pas le nickel. Donc on s'est orienté vers le couplage. Et on a développé une méthode, mais vraiment très très simple, d'organozinciques qui utilise en fait des simples halogénures de cobalt. Donc à partir des bromures et des iodures aromatiques, porteurs de divers groupements fonctionnels, donc des groupements électroattracteurs ou électrodonneurs, en position ortho, méta ou para, on obtient en 30 minutes, vraiment très simplement, sans qu'il soit nécessaire d'opérer sous atmosphère d'azote, on obtient des organozinciques avec de très bons rendements et cette fois-ci, sur notre organométallique, il y a des groupements fonctionnels. Donc cette méthode donc, a même été brevetée à l'époque par la société Rhodia. Donc cette réaction, donc, alors elle se faisait donc, dans le solvant acétonitrile, en présence d'un simple halogénure de cobalt. Donc l'halogénure de cobalt, c'est peu toxique. Alors, on ne va pas dire que c'est pas toxique, mais c'est peu toxique, c'est éco-compatible et c'est pas cher. Donc on stocke tout simplement notre brûlure de cobalt dans une étuve et on l'utilise tel quel. Donc même les étudiants qui sont en IUT et qui viennent faire un stage au labo arrivent à former ces organozinciques, mais vraiment très simplement. Donc cette méthode, elle pourrait être utilisée dans des TP de prépa pour faire des organométalliques. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, la réaction elle se fait dans l'acétonitrite avec un simple halogénure de cobalt, sans ligand, en présence de poudre de zinc. Cette poudre de zinc est activée par des traces d'acide trifluoroacétique, donc de façon à décaper la surface de notre zinc. Et notre zinc est donc à température ambiante au bout de, j'ai mis 40 minutes pour être large, mais généralement en 30 minutes, on a un très bon rendement en organozincique. Alors, ce protocole ne marche pas pour les chlorures aromatiques qui sont donc beaucoup moins réactifs que les bromures et les iodures. On s'est dit, bon, ça serait quand même intéressant, vu que le prix des chlorures aromatiques, c'est beaucoup moins cher que les bromures et les iodures, de développer une méthode de formation des organozinciques à partir de ces composés. Eh bien, nous avons réussi, même à partir des triflates, donc ce qui n'avait jamais été décrit auparavant, à former des organozinciques avec de très bons rendements. Alors, généralement, par contre, à la différence des bromures et des iodures aromatiques, dans le cas des chlorures, il est obligatoire d'avoir sur notre halogénure aromatique
des groupements électroattracteurs. Vu qu'ils sont très peu réactifs, on est obligé d'avoir un groupement électroattracteur. Mais finalement, ce n'est pas gênant, puisque en fait, ce sont les groupements électroattracteurs qui sont les plus réactifs qu'on n'arrive pas à obtenir à partir des grignards. Donc on a proposé un mécanisme, donc je passe rapidement là-dessus. Alors notre poudre de zinc est activée par de l'acide trifluoroacétique, donc pour faire un zinc actif. Ce zinc actif réduit le cobalt 2 en cobalt 1. Ce cobalt 1 réagit par addition oxydante avec l'halogénure aromatique pour former un arylde cobalt 3 qui est réduit de nouveau avec la poudre de zinc pour former un arylde cobalt 2 qui subit une réaction de transmétallation avec les sels de zinc de plus, donc qui ont été formés dans les 2 étapes de réduction préliminaire. Et donc, on obtient ainsi l'organozincique. Donc, grâce à ces organozinciques, en fait, donc jusqu'à présent, ce qui avait été développé, c'était surtout des couplages au palladium ou au nickel. Alors, on s'est dit, on forme nos organozinciques avec du cobalt. Pourquoi ne pas essayer d'utiliser le cobalt qui nous a servi à former l'organozincique pour l'utiliser pour la réaction de couplage? Eh bien, effectivement, on a réussi donc à utiliser le cobalt qui nous avait servi à former l'organozincique pour des réactions donc diverses de couplage, donc des alkylations, des allylations, des alcynilations, former des piaryles dissymétriques, des cétones aromatiques et même des benzolipyles. Donc ceci nous évite de rajouter donc, dans l'étape de couplage un catalyseur supplémentaire tel que le palladium ou le nickel. Alors dans certains cas, donc, lorsque l'on fait la réaction de couplage, on peut utiliser le cobalt sans qu'il soit nécessaire d'introduire un ligand. Mais dans certains cas, il est nécessaire, notamment dans le cas du couplage des organozinciques avec les bromures d'alcyne, qu'il y ait, pour avoir un bon rendement en alcyne disubstituée, un ligand présent dans le milieu. Donc dans ce cas-là, nous avons utilisé l'orthophénanthroline. Donc en fait, ce qu'on fait, on forme le zinc avec le cobalt phénanthroline au lieu d'utiliser COBr2. Et ensuite, on filtre notre zinc. Donc le zinc, il se filtre vraiment très bien, puisque en fait, ils sont très peu réactifs et ils sont très peu sensibles à l'air. Donc on met un filtre au bout d'une seringue, on filtre, donc on se retrouve en fait avec juste notre solution sans zinc. Parce que dans ce cas-là, si on a du zinc, en fait on observe la trimérisation de l'alcyne. Donc comme les organozinciques sont peu réactifs, on peut les filtrer et les utiliser sans problème. Donc, on a voulu voir également si le cobalt était nécessaire pour la réaction de couplage. Donc, on a pris un zinc commercial, donc fait sans cobalt, et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de couplage. Par contre, lorsqu'on a rajouté du COBr2, on a observé le couplage. Donc le cobalt est bien nécessaire pour la réaction de couplage. En faisant la réaction dans un mélange acétonitrile THF, donc, comme généralement, donc, toutes les réactions de couplage se font généralement dans le tétrahydrofurane, sauf avec nos organozinciques où on réalise les couplages dans l'acétonitrile. Et bien dans notre cas, lorsqu'on a rajouté du tétrahydrofurane, le couplage a été stoppé. Donc il est vraiment nécessaire qu'on ait que de l'acétonitrile. Donc voilà, on a étendu cette réaction aux zinc aliphatiques. Donc par notre méthode, pour le moment, on n'arrive pas à synthétiser des zinc aliphatiques. Donc on y travaille, et pour le moment, on n'y arrive pas. Donc là, on a utilisé en fait un zinc commercial.
Donc, comme je vous le disais, grâce à ces organozinsiques, on forme des biaryles, donc dissymétriques. Donc, vous verrez, à chaque fois, j'ai mis donc, la photo de l'étudiant qui a réalisé ce travail. Donc, ça vous montrera que ce travail a été fait dans notre laboratoire. Donc, vous voyez, on peut synthétiser donc, des biaryles dissymétriques avec des chloropyrimidines et des chlorotriazines. Comme vous le voyez, ici vous voyez que en fait, j'ai pas mis un organozinsique, puisque en fait, on peut faire la réaction en un seul pot. C'est-à-dire qu'en mettant directement la chlorodiazine avec l'halogénure aromatique, on a dans les conditions de l'organozinsique, on obtient le produit de couplage. En fait, ce qu'il faut, c'est que le zinc, le cobalt réagissent en priorité avec l'halogénure aromatique et pas le chlorure hétéroaromatique. Donc dans le cas par exemple des chlorures aromatiques qui sont beaucoup moins réactifs, là on est obligé donc, dans une première étape de former l'organozinsique et ensuite, sans rajouter de catalyseur supplémentaire, on forme le produit de couplage. Donc là, on est obligé d'opérer en 2 étapes. Alors, on a réussi également, grâce au cobalt, toujours, à activer des liaisons carbone-soufre. Donc, en fait, les dérivés thioéthers, ce sont des réactifs qui sont stables, et notamment pour les composés hétéroaromatiques, ils sont plus disponibles que les halogénures correspondants. Et en plus, donc, ils présentent un prix attractif par rapport aux halogénures hétéroaromatiques correspondantes. Donc, précédemment, donc, il avait été réalisé en fait des couplages au nickel, au palladium et au cuivre qui impliquaient des thioéthers, mais jamais au cobalt. Donc nous avons additionné nos organozinsiques avec, donc, par exemple, cet hétéroaromatique thioéther. On a pu, donc, dans un premier temps, en additionnant un équivalent d'organozinsiques, en fait, on touche à la liaison carbone-chlore. Donc c'est vraiment sélectif. Et si on rajoute un deuxième équivalent d'organozinsiques, cette fois-ci, on touche à la liaison carbone-soufre. Donc de cette façon, on arrive à greffer 2 aromatiques sur notre cycle hétéroaromatique. Alors par contre, donc, comme cette liaison carbone-soufre est beaucoup moins réactive, il est nécessaire, vous voyez, qu'on rajoute pas mal de bromure de cobalt. Hein. Mais bon, comme c'est pas cher, c'est pas le problème. On a pu coupler aussi, donc, alors toujours dans une réaction en un seul pot, donc des halogénures aromatiques avec des chlorures benzyliques. Donc, vous voyez, on a divers groupements fonctionnels et on obtient généralement, donc ça ce sont des produits isolés par rapport à l'halogénure aromatique et on obtient généralement de bons rendements. Donc ça nous permet d'obtenir des diaryles méthane. Donc il y a des groupements d'honneur, électroattracteurs, la réaction se fait en conditions simples, température ambiante et même on peut avoir des groupements en octo. On a pu aussi donc allyler les halogénures aromatiques avec des acétates allyliques. Donc voilà, dans ce cas-là, donc il est nécessaire quand même d'ajouter un excès d'acétate allylique. Donc si l'acétate allylique par contre est substitué, bon, les rendements là, dans ce cas-là, ne sont pas inférieurs à 30%. Par contre, avec des chlorures aromatiques, cette méthode ne marche pas. On peut aussi former des cétones grâce aux organozinsiques. Donc, soit on forme un organozinsique donc, par catalyse au cobalt, et dans une deuxième étape, on additionne un chlorure d'acide, ou alors,
En utilisant un anhydride d'acide, donc qui est beaucoup plus doux qu'un chlorure d'acide, on arrive, encore une fois, à faire la réaction en un seul pot. C'est-à-dire que le cobalt s'insère, donc on forme d'abord l'organozincique, qui après réagit dans le même pot avec l'anhydride acétyl. Donc vous voyez, on obtient aussi des rendements tout à fait corrects en cétone dissymétrique. Donc, pour résumer, ce qui a été fait par catalyse au cobalt, donc vous avez pu voir que non seulement grâce à la catalyse au cobalt, on peut former des organozinciques, donc ce qui est vraiment intéressant, et le cobalt permet d'activer des liaisons carbone halogène, des triflates et même des liaisons carbone-soufre. Les conditions sont simples et ce sont des réactifs qui sont vraiment très faciles à manipuler. Et généralement, on ne rajoute pas de catalyseur supplémentaire. Donc bien avant nos travaux quand même, donc, des couplages d'organozinciques avaient été développés par la catalyse au nickel. Donc vous voyez, bien sûr, le couplage de Negishi avait été développé par catalyse au nickel. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de groupement fonctionnel sur l'organozincique. Donc, différents, en plus, avec le nickel, il faut utiliser donc, un ligand. Alors, je vous ai mis un petit panel de différents ligands donc, que l'on peut utiliser. Donc, vous voyez que ce sont quand même des ligands qui sont relativement complexes, qui s'achètent, donc qui sont complexes, qui sont chers, hein, ou alors il faut les synthétiser au préalable. Donc, il y a toute une série de ligands, donc des phosphines, des aminophosphines, des diéthylphosphites, des amidures pinceurs, des carbènes hétérocycliques, des ligands aussi azotés tridentates. Donc, vous voyez, avec le nickel, on peut utiliser toute une gamme de ligands pour réaliser ces couplages croisés. Alors, il y a même une réaction qui a été développée sans ligand, mais cette fois-ci, il fallait utiliser donc, un styrène pour réaliser le couplage. On peut coupler également avec les organozinciques par catalyse au nickel, donc des chlorures d'acide. Voilà, donc ça marche avec nickel code et cette pyridine phosphine comme ligand. Les couplages avec les chlorures d'acide peuvent se faire également par catalyse au cuivre. Enfin, c'est plus de la catalyse puisqu'on a un équivalent de cuivre, mais on peut réaliser le couplage en utilisant le cuivre. Donc il y a toute une gamme d'organozinciques. Donc là vous voyez donc des organozinciques aromatiques qui peuvent être couplés, donc vous voyez, avec toute une gamme de produits. On peut faire également des vinylzinc, pareil, qui peuvent être couplés avec des halogénures aromatiques ou des halogénures d'alkyles. Des alkylzinc qui peuvent être couplés aussi. Vous voyez, donc en fait, les organozinciques qui sont vraiment utilisés pour faire des couplages variés. Il y a aussi quelques résultats qui ont été développés par catalyse au fer. Alors cette fois-ci, il faut utiliser un additif qui est la tétraméthylène diamine. Donc de bons rendements ont pu être obtenus grâce à la catalyse au fer. Alors le fer, ça serait encore mieux, enfin par rapport au cobalt, c'est mieux d'utiliser du fer. Cependant, on arrive à développer beaucoup moins de réactions qu'en utilisant le cobalt. Donc le fer est beaucoup moins réactif. Mais bon, au laboratoire, on aimerait bien pouvoir développer aussi des réactions au fer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent être développées par catalyse au fer. Mais bon, vous voyez que
les organozinciques, donc des diorganozinciques, donc qui sont quand même réputés plus réactifs que les ARZNX, donc réagissent avec les halogénures d'alkyle par catalyse au fer. Donc voilà, également, donc on peut utiliser des phosphides. Donc également, donc, pour finir, la série des couplages impliquant un organométallique stoichiométrique. Donc je suis obligée de vous parler des Grignard, en fait, qui ont été finalement les premiers organométalliques utilisés, bien que ce n'est pas vrai, puisque la première réaction de couplage qui a été développée par Karash, et curieusement, c'est une réaction qui implique un organo-magnésien en présence de cobalt. Donc c'est la première réaction de couplage qui a été développée. Et en fait, cette réaction a ensuite été abandonnée parce que justement, les magnésiens, on ne peut pas avoir de groupement fonctionnel, donc ça a été abandonné. Et vous voyez que le cobalt, finalement, ça date de 1943. Donc, Kumada et en parallèle Koryu, donc en français, ont développé des réactions de couplage avec les organo-magnésiens, donc les Grignard, en présence de nickel ou de palladium. Alors, comme je vous le disais, donc les Grignard ont été délaissés au profit des autres organométalliques qui permettaient d'obtenir des composés avec de nombreuses fonctions. Donc généralement, donc là il y a un petit récapitulatif comment obtenir des Grignard. Donc ça, tout le monde sait synthétiser un Grignard. Mais récemment, comme je vous le disais, donc Knoschel, avec sa fameuse base, donc sa base de zinc, ou sa base avec du magnésium, il arrive à synthétiser des organométalliques porteurs de groupements fonctionnels. Donc les magnésiens, vous voyez, donc après ils ont été utilisés dans des réactions de couplage par catalyse au nickel. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples de réactions de couplage, et vous voyez que ce sont quand même des exemples vraiment récents. On peut également, grâce au Grignard, développer des réactions asymétriques en utilisant un ligand chiral. Donc voilà, par exemple, deux exemples de couplage croisés où vous obtenez en fait des bons excès énantiomériques grâce au Grignard. Alors il y avait donc des couplages donc aussi qui ont été développés au cobalt avec ces Grignards, donc en utilisant cette fois-ci du cobalt à CAC, et la réaction en fait elle se fait dans le tétrahydrofurane. Donc les seuls résultats qui utilisaient comme catalyseur pour les réactions de couplage du cobalt avaient été développés donc avant nous avec des Grignard. Donc également, vous voyez qu'on peut avoir des couplages diastéréo sélectifs également en utilisant donc, ce sucre avec un Grignard. Donc les Grignards également donc, peuvent être couplés par catalyse au fer. Voilà, donc là je vous ai mis quelques exemples. Et également, on peut les coupler par catalyse au cuivre. Donc, vous voyez, tous ces résultats, quand même, ce sont des résultats qui sont récents, puisque les réactions de couplage, quand même, ça se développe ces dernières années. Un seul exemple, alors, qui utilise le manganèse comme catalyseur. Donc le manganèse, est aussi un métal non noble, mais
donc j'ai trouvé le seul exemple où c'est un grignard qui réagit avec un halogénure de vinyle en présence de sel de manganèse. Donc voilà. Et très récemment, Knochel, toujours, a couplé donc, des grignards avec cette pyridine en présence de sel de chrome. Donc il y a des sels de chrome qui sont toxiques, mais tous les sels de chrome ne sont pas toxiques. Donc voilà, vous pouvez avoir donc, ici un récapitulatif d'autres grignards qui peuvent être couplés en présence d'une catalyse au nickel, au fer, au cobalt, etc. Donc voilà. Donc pour conclure cette première partie qui a été assez longue et assez catalogue finalement, vous voyez que on peut utiliser tout un panel d'organozinsiques pour réaliser des réactions de couplage de façon plus ou moins simple avec divers composés organiques. Alors en utilisant donc, principalement le nickel comme catalyseur, mais on peut avoir des couplages au fer, au cobalt ou au cuivre, et aussi, vous voyez, plus rarement au manganèse et au chrome. Donc ces catalyseurs actuellement, donc, ils sont utilisés pour remplacer le palladium. Mais bon, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des réactions qui se font au palladium qu'on n'arrivera jamais à faire avec les autres catalyseurs. Et réciproquement, il y a des réactions qu'on arrive à faire avec les métaux non nobles qu'on n'arrive pas à faire avec le palladium. Donc ce sont quand même des méthodes complémentaires. Donc voilà, bon, là je vais aller très vite pour vous parler en fait des couplages réducteurs. Donc le problème donc, dans les réactions que je vous ai présentées précédemment, c'est qu'il est nécessaire de former l'organométallique. Et l'organométallique, il ne se fait pas toujours, même si sur le papier c'est beau, ça ne se fait pas toujours de façon très simple. Alors, du coup, nous avons décidé, et nous sommes en fait au laboratoire, et finalement, un des premiers à avoir développé des réactions de couplage réducteur par catalyse au cobalt. Et depuis, il y a des couplages, donc principalement au nickel, qui ont été développés donc, en utilisant ce principe. Donc en fait, le principe, c'est que dans notre ballon, on met 2 électrophiles, le catalyseur et un métal qui va réduire le catalyseur. Donc ça évite la formation de l'organométallique, stoichiométrique. En fait, on forme un organo métallique catalytique. Donc d'autres métaux, comme je vous le disais, ont été utilisés, nickel, fer, palladium. Et généralement, les réducteurs utilisés sont le zinc et le manganèse. On peut avoir de nombreuses combinaisons, donc soit alkyle, aryl, aryl, aryl. Vous allez voir, il y a vraiment, on peut combiner différents halogénures aromatiques ensemble. Et ces méthodes permettent d'avoir une très bonne tolérance fonctionnelle, puisqu'on ne forme pas l'organométallique. Donc là, c'est pareil. Donc avec un collègue allemand, on a donc écrit une revue en plus. Alors par catalyse au cobalt, donc, on a utilisé en fait on a réalisé des réactions en utilisant le manganèse comme réducteur. En fait, le manganèse est un bien meilleur réducteur que le zinc. Donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré la formation en one pot d'organos de 2 halogénures en présence de zinc. Et en fait, on disait qu'on passait par un organozinsique formé in situ. Dans ce cas-là, en utilisant le manganèse, donc la question qui nous a toujours été posée, maintenant on ne nous la pose plus, mais au départ, lorsqu'on envoyait nos articles pour publication, on nous disait, vous mettez du manganèse,
et votre manganèse, il est quand même en quantité stoichiométrique, donc vous devez former un organo-manganeux. Donc nous, ce qu'on a fait, on a fait des réactions en fait qui marchent avec les organomanganeux. Donc on a mis dans notre milieu un réactif qui réagit avec un organomanganeux. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc nous, dans ce cas-là, on ne forme pas d'organomanganeux. Le manganèse sert uniquement à réduire le cobalt. Donc on a pu coupler deux halogénures aromatiques ensemble. Donc, par contre, cette fois-ci, on n'a jamais pu utiliser le simple halogénure de cobalt comme catalyseur. Le cobalt doit toujours être associé à un ligand. Alors, dans le cas des biarides symétriques, une simple triphénylphosphine nous a permis donc d'obtenir de bons rendements, vous voyez, en biaryle dissimulé. On a pu également former donc des styrènes en couplant donc nos halogénures aromatiques avec des bromures de styrène. On a pu également coupler des acétates vinyliques avec des halogénures aromatiques. Alors cette fois-ci, vous voyez que le cobalt est associé non pas à une phosphine, mais à la 2,2' bipyridine. Donc toujours avec du manganèse comme réducteur. Donc ça, c'est la première réaction que l'on a développée en couplage réducteur. Donc à l'époque, quand on a envoyé ce papier pour publication, on nous a dit « Oh, mais il faudrait être fou pour utiliser cette réaction parce que vous avez 10 équivalents de manganèse. » Alors c'est vrai qu'à l'époque, nous, on s'intéressait vraiment, on était content d'avoir trouvé une méthode qui évitait la formation d'un organométallique stoichiométrique. On ne s'était pas occupé de la quantité de manganèse. Mais vous voyez que par la suite, du coup, on diminue la quantité de manganèse. Et cette réaction marche très bien en diminuant la quantité de manganèse. Donc on peut également faire des allylations. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'en utilisant le zinc, on ne pouvait pas utiliser des chlorures aromatiques. Et bien là, on peut utiliser donc des chlorures aromatiques. Alors là, à l'époque, on s'était rendu compte que pour avoir un bon rendement, on était obligé de mettre un équivalent de bromure de fer. Alors, on ne sait pas trop le rôle de ce bromure de fer. À mon avis, il doit déligander le cobalt, mais bon, ce rôle est vraiment... on ne sait pas. Et puis, bon, on a pu aussi coupler des halogénures d'alkyle avec les acétates allyliques. Donc, lorsque on a un halogénure d'alkyle qui est beaucoup plus réactif, donc tel que par exemple un chlorure benzylique qui est plus réactif qu'un simple halogénure d'alkyle, dans ce cas-là, il faut utiliser un acétate qui est plus réactif, donc un allyle carbonate. Et donc vous voyez, on obtient donc généralement de bons rendements en produits de couplage. Et là, on peut avoir des substituants sur la double liaison, ce qui n'était pas le cas avec les bromures aromatiques. On peut également donc alkyler des halogénures aromatiques. Donc voilà, donc soit on utilise une phosphine ou la 2,2' bipyridine. Donc ça, c'est selon la nature du bromure d'alkyle. Avec les bromures d'alkyle, donc réactifs, on est obligé d'utiliser la 2,2' bipyridine. Donc un collègue avec qui nous avons écrit la revue, il a étudié également donc, des réactions de couplage entre un aryle et un alkyle, mais lui, il a utilisé le magnésium comme réducteur. Donc ce qui limite la tolérance des groupements fonctionnels. Donc sur ces produits, il a beaucoup moins de groupements réactifs que nous.
Donc généralement, comme je vous le disais, donc le cobalt est associé à un ligand, donc soit une phosphine ou une bipyridine. Le réducteur, c'est le manganèse. On peut avoir de nombreux groupements fonctionnels, donc sur les deux parties de la molécule. Généralement, on a de très bons rendements et ces réactions ne sont pas limitées aux substrats riches en électrons. Donc on a essayé donc, par des calculs de déterminer donc, un cycle, enfin un mécanisme réactionnel. Donc le cobalt 2 est réduit par le manganèse. Alors on ne sait pas si on réduit notre cobalt en cobalt 0 ou en cobalt 1. Ce cobalt réagit avec l'halogénure aromatique donc pour former soit un aryl cobalt 2 ou aryl cobalt 3, selon qu'on obtient un cobalt 0 ou 1. Cette espèce est réduite de nouveau avec le manganèse pour former un aryl cobalt 1, 2. Addition oxydante, élimination réductrice et on régénère notre catalyseur. Alors dans le cadre du couplage aryl-alkyle, nous avons essayé de voir si on passait aussi par un mécanisme radicalaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dans notre milieu, alors non seulement on a mis un inhibiteur de radicaux, et on s'est rendu compte que dans ce cas-là, dans le cas des groupements dans le cas de la réaction aryl-alkyle, la réaction était stoppée. Et en mettant notre bromure d'aryl en présence de cette halogénure, de ce bromure d'alkyle, on a eu ouverture du cycle cyclopropane, donc ce qui prouve en plus qu'on a un mécanisme radical. Alors, dans la réaction aryl-aryl, on a fait exactement le même type de réaction. Et en fait, là, les réactions, soit en présence d'inhibiteurs de radicaux, n'est pas stoppée. Donc, dans le cas des aryl-aryl, on ne passe pas très certainement par un mécanisme radical. Donc, voilà. Donc, il y a aussi donc, des réactions, je vous dis, qui ont été développées après, donc par catalyse au nickel, soit en utilisant le zinc comme réducteur, donc soit pour former des biaryls, former aussi donc aryl allyl. Donc vous voyez, c'est exactement le même genre de réaction que les autres, mais ils utilisent le nickel comme catalyseur. Donc des fois ils utilisent le zinc comme réducteur et il y a certaines réactions, donc oui franchement c'est principalement le zinc qui est utilisé comme réducteur. Vous voyez, donc on arrive, il y a même des cyclisations intramoléculaires qui ont pu être faites grâce à la catalyse au nickel. Donc voilà, je passe vite parce que bon, vous avez les transparents donc, et les références, mais vous voyez aussi qu'on peut former donc, toute une série de réactions maintenant en évitant la formation d'un organométallique stoichiométrique, même des cétones, toujours en présence du zinc comme réducteur. Il y a aussi donc, au nickel des réactions qui ont été développées en utilisant le manganèse comme réducteur. Mais vous voyez, c'est vraiment très similaire à ce que l'on a développé. Ils ont transposé le nickel, le cobalt au nickel. Donc voilà. Même nous, donc avec une collègue à Rouen, donc quand je travaillais à l'époque sur le nickel, on avait aussi donc, développé un couplage avec réducteur, donc, avec le manganèse comme réducteur. Donc voilà, donc, toute une série, donc, je vais passer vite parce que je suis en retard. Donc on peut faire des allylations, des vinylations, des cétones. Et même, donc il y a des couplages réducteurs au fer qui ont été développés. Mais dans ce cas-là, en fait, seul le magnésium a pu être utilisé comme réducteur. Donc,
ce qui évite également la présence de groupements fonctionnels, donc des alkylations et des vinylations ont pu être développées. J'ai trouvé un exemple de couplage réducteur au cuivre qui utilise également le magnésium comme réducteur pour coupler deux halogénures d'alkyles ensemble. Donc vous voyez, tous ces résultats, ce sont en fait des résultats qui sont quand même très récents. Donc en conclusion, alors, le faible coût des métaux non nobles, donc comparé au palladium, en fait un domaine quand même qui est prometteur pour le développement futur. Généralement, vous avez pu voir que les conditions opératoires sont douces et qu'on peut avoir une grande chimiosélectivité, donc des métaux non nobles comparés aux métaux nobles. Donc, ce qui en fait en font des catalyseurs de choix pour former des liaisons carbone-carbone. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, vous avez vu le grand nombre de réactions, quel métal faut-il utiliser? Alors, ça c'est à vous de faire le choix. Moi je vous conseillerais le cobalt, hein, bien sûr. Hein. Mais, et puis l'autre question, c'est faut-il passer vraiment par la formation d'un organométallique stoichiométrique? Est-ce nécessaire? Parce que vous avez vu qu'on arrive à développer maintenant, en une seule étape, ce qu'on arrivait à faire en utilisant un organométallique stoichiométrique. Donc moi je dirais, si on peut éviter la formation d'un organométallique stoichiométrique, faites un couplage réducteur. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.